Me file un papier.
Bonjour à tous et bienvenue sur ce live sur la chaîne Twitch du groupe Delcourt. Merci de nous avoir rejoints, on espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Donc comme chaque mois, on se retrouve sur cette chaîne pour parler des mangas de la collection Delcourt Tonkam, enfin des collections Delcourt Tonkam, Soleil Manga et K-Books et Moonlight ce soir, en bonne compagnie. Je vous laisse vous présenter. Moi, Justine, j'ai déjà fait plusieurs lives et donc je suis chargée d'édition chez Delcourt Tonkam. Voilà. Et donc moi c'est Julien, je suis l'éditeur de la collection Moonlight. Donc c'est moi qui ai lancé la collection Moonlight il y a un peu plus de 4 ans maintenant avec mon collègue Iker Bilbao. Et donc voilà, c'est moi qui suis à la tête de cette collection maintenant. Et Katia, donc je m'occupe du marketing pour toutes les collections que j'ai énoncées et notamment Moonlight. Dans le chat, vous retrouverez Maëva qui est notre modératrice et également assistance éditoriale. N'hésitez pas à poser des questions, hein, participer, dire youpi super. À l'embêter, à la spammer un peu. Vous pouvez nous suivre du coup sur Twitch et activer les petites notifications pour être toujours au courant des lives qu'on fait. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, vous avez le choix. Et pendant le live, du coup, on va vous proposer un concours. Vous allez inventer votre propre titre Moonlight. Ça peut être toutes les larmes de mon cœur. Voilà, moi c'est le mien. Si vous mettez bleu dans le titre, vous gagnez 10 points. Et en fin d'émission, on choisira les 3 meilleurs qui remporteront chacune un lot. Et donc dans ces lots, il y aura des mangas et il y aura également des cadres et Ex Libris Studio Cabana que vous voyez juste ici. On vous fera des rappels. Une voiture. Une voiture? Non, non. On avait dit non, la voiture. Ok. Bon. Sans transition, on va parler de la collection Moonlight. Donc, Julien, à toi. Tada! Oui, donc comme je le disais tout à l'heure, ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que la collection est lancée, et donc même un peu plus de 5 ans qu'on a commencé à la penser, à l'imaginer pour la mettre en place et pour vous la proposer telle que vous la connaissez aujourd'hui. Donc à la base, l'idée c'était, on va revenir en arrière, l'histoire c'est que Pascal Lafine, donc l'éditeur de Delcourt Tonkam, publiait chaque été des titres un peu touchants, un peu mélancoliques. Il appelait ça les one-shots de l'été, donc c'était les titres notamment, je passe à Our Summer Holidays, Our Summer Love, Mermaid Prince, ce genre de titres. Et donc moi j'aimais beaucoup ces titres et je me suis dit il y a quelque chose à faire avec ce genre. Et donc, pourquoi ne pas créer un lieu, un espace commun pour tous les rassembler et pour que les lecteurs puissent savoir où piocher ce genre de titre, où trouver ce style bien particulier. Donc voilà, l'idée est née comme ça. Donc voilà, l'idée, on a commencé à chercher des séries, on a repéré quelques séries, on les a achetées auprès des Japonais. On a aussi acheté des séries en light novel, donc en roman. Et donc l'idée, voilà, c'est de conjuguer manga et light novel. Donc vous connaissez un peu le principe, hein, c'est des titres plutôt oniriques, plutôt mélancoliques, des histoires un peu touchantes, un peu tristes. Donc voilà le grand principe. Et donc en se mettant sous cette bannière de titres mélancoliques, finalement on se sépare un peu de l'éternel classement shoujo, shonen, seinen, ce qui nous permet d'explorer plein de pistes, d'avoir du boys love, d'avoir de la romance, d'avoir du shoujo, d'avoir des séries un peu plus matures, d'avoir des récits post-apocalyptiques, d'avoir des thrillers. Donc, grâce à cette grande bannière, on peut vraiment fouiller tous les genres. C'est ça qui est intéressant aussi dans cette collection en tant qu'éditeur, en tout cas, c'est de pouvoir vraiment avoir un terrain de jeu assez grand, assez foisonnant. Et donc du coup, quand tu vas au Japon, tu fouilles vraiment dans toutes les catégorisations en fait pour trouver tes titres. Oui, c'est ça, on ne va pas que dans le rayon shoujo pour trouver, on peut aller partout. Même dans les rayons les plus obscurs, pourquoi pas un jour un hentai Oh mon Dieu. Moonlight, c'est pour bientôt. Oh mon Dieu. Ou pas. Et les light novels, tu les choisis comment? C'est un peu pareil, hein. On a toujours cette bannière de titres mélancoliques, c'est une ambiance qu'on recherche un peu, donc finalement on recherche un peu de la même manière que les mangas. Souvent j'achète des séries light novels qui ont leur pendant en manga, donc c'est plus simple à proposer aux lecteurs. Mais parfois, je prends aussi des titres qui n'ont pas de pendant manga, et donc c'est aussi intéressant de pouvoir aller chercher des histoires aussi différentes de ce genre-là.
Et donc moi, ce que je cherche vraiment, c'est vraiment cette finesse un peu qu'on trouve beaucoup dans la littérature japonaise, ce sentiment de mélancolie mélangé à de la tristesse, mais avec une pointe d'espoir, une pointe d'optimisme en même temps. Donc c'est un mélange assez subtil que je trouve qui est particulièrement maîtrisé au Japon, que moi je ne retrouve pas forcément dans mes lectures quand je lis en France. Et donc c'est ce petit frisson, ce petit mélange que j'aime bien saisir et que j'aime bien proposer dans ces livres. Et c'est différent de travailler sur un light novel par rapport à un manga, enfin très différent en tout cas. Pas tant que ça parce qu'on reste sur l'achat de droit, donc ça reste de la traduction, donc on doit rester assez fidèle au livre. Mais ce qui est peut-être différent, c'est pas tellement dans l'édito, mais c'est aussi dans la commercialisation surtout, parce que donc, on est connu comme éditeur de manga, donc on propose du manga, et donc faire du roman dans une collection de mangas, c'est un peu difficile parce qu'il faut que nos commerciaux réussissent à placer ces livres en librairie, et c'est vraiment une problématique assez compliquée pour eux, parce qu'ils ne savent pas forcément où les placer. Ou placer un roman qui ressemble à un manga dans la librairie, les libraires n'ont pas forcément de rayon disponible pour ce genre de titre. Donc la vraie problématique, la vraie réflexion, elle est plutôt là pour le service commercial, savoir réussir à où les placer. C'est aussi aux libraires de faire leur choix, et donc voilà. Ouais, c'est une typologie qui n'est pas forcément comprise Oui, en fait, et du coup ça facilite pas le travail. Oui, c'est ça. Et du coup, ça se ressent un peu dans les ventes. On voit bien qu'on vend beaucoup moins bien les romans que les mangas, peut-être parce que Delcourt Tonkam a une image de vendeur de manga, tout simplement. Donc si dans le chat, on a des lecteurs de romans, je serais content peut-être d'avoir leur retour, savoir où vous les trouvez, est-ce que vous les achetez en librairie, est-ce que vous les achetez sur Internet, est-ce que vous les connaissez, parce que ça se trouve que vous ne les connaissez même pas, parce qu'ils sont peut-être moins disponibles en librairie, moins présents physiquement, donc tout simplement ça expliquerait aussi les moins bonnes ventes du manga. Ouais, Je sais pas, donc, du coup partagez vos expériences, ouais, c'est toujours intéressant. Il y a certains de tes livres que des fois je trouve en littérature ado. Et des fois, certaines séries, je les trouve en manga. Donc c'est oui, très, moi aussi, je sais pas pourquoi. souvent quand je regarde, Ça dépend par exemple à la FNAC, ce genre de choses, je peux trouver des romans plutôt à couleur shoujo dans le rayon shonen, manga. Enfin, parfois c'est un peu compliqué. Je pense qu'il n'y a pas de bonne place, du coup on peut les trouver nulle part et partout. Ouais, moi c'est ce qui m'arrive aussi quand je vais par exemple à la FNAC, ils les mettent un peu les étagères du haut, ils savent pas trop. Est-ce qu'on les met avec les seinen, est-ce qu'on les met avec les shonen, les shoujo, les beaux livres, ils savent pas trop. Ouais, ok. Ouais. Alors là, on nous répond dans le chat, ils sont toujours placés à côté du manga. Voilà. Les light novels sont toujours placés à côté du manga, liés chez mon librairie Spé Manga. C'est une façon aussi de faire vivre le roman finalement à côté de sa version manga, et c'est une idée. C'est une manière de proposer, je pense, aux lecteurs de manga peut-être un autre type de lecture. Ce qui ne veut pas dire que les lecteurs de manga ne savent lire que du manga, mais voilà, ça permet de diversifier les goûts peut-être. Et en même temps, tu peux peut-être toucher aussi un autre public. Si justement il est en littérature, peut-être que des gens qui lisent pas forcément des mangas vont se dire ah mais en fait c'est une adaptation graphique en manga, et donc peut-être après ils vont y aller. Au départ quand je les ai faits, je comptais surtout sur j'avais dans l'espoir de vendre les light novels aux lecteurs de young adult, parce que pour moi on est quand même sur des marchés assez similaires, mais on n'a pas encore réussi à passer cette barrière, j'ai l'impression de croiser les catalogues de lecteurs en tout cas. Est-ce que tu penses que c'est parce que le format ou les couvertures ont un impact justement Peut-être le format, parce qu'on a essayé de faire des formats un peu plus grands que le format manga forcément, mais on n'est pas si grand que ça, on est en dessous du format young adult classique. Donc là c'est justement une réflexion qu'on avait ces derniers temps, savoir comment peut-être mieux placer ce type de livre en librairie, justement là pour le prochain roman qu'on sort en mai, qui s'appelle Even If This Love Disappears From the World Tonight. Voilà, entraînez-vous à le dire très vite, c'est ça. Franchement c'est super dur. Voilà, pour ce titre, on a augmenté le format et donc on sera sur un format un peu plus grand et très proche du young adult, voire comme le young adult, pour voir justement si on ne peut pas essayer de séduire un peu les lecteurs de young adult. Et parce que je pense qu'ils peuvent vraiment trouver du plaisir à lire ce genre d'histoire, et donc peut-être que ce sera un essai gagnant, je l'espère, on verra.
J'avais juste une question. Moi, j'avais une question pour toi. Ah, ok. Moi, peut-être que ça va intéresser, j'espère en tout cas les internautes, comme dirait-on. Comment tu as trouvé le nom Moonlight? Parce qu'il y a toujours un peu les coulisses de l'édition où tu as envie de savoir d'où ça vient. C'est vrai que c'est intéressant. C'est une idée qui m'est venue, qui s'est vraiment imposée toute seule. D'habitude, c'est très dur à trouver des titres de collection. On passe des heures à brainstormer. On pense avoir trouvé une bonne idée. En fait, c'est nul. Et finalement, on ne sait plus ce qu'on veut. Machin. Et là, c'est vraiment, c'était limpide. Voilà, ça s'est imposé à moi. Et j'aimais bien parce que c'est le clair de lune. C'est déjà très poétique. Donc, ça fonctionne avec la collection. Il y a une part d'ombre et une part de lumière, ce qui représente totalement les livres. Parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a beaucoup de mélancolie, de tristesse, mais aussi une pointe d'espoir toujours dans les livres. Et donc, voilà, il y a cette ambiguïté qu'on retrouvait dans ce nom Moonlight. Et donc, voilà, pour moi, c'était parfait. Voilà. Et du coup, pas mal. Moi, j'avais une question pour toi. Qu'est-ce que tu apprécies dans la collection Moonlight? Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que déjà, c'est des thèmes qui m'intéressent en tant que lectrice personnelle. J'aime bien justement parce que tu disais un peu le côté mélancolique, mais en même temps, il y en a certains qui peuvent être très tristes, mais d'autres beaucoup moins. Et j'aime bien cette douceur qu'on peut retrouver dans ces histoires, même des fois qui peuvent être tristes, comme je disais. Et souvent, le trait, en tout cas, m'attire beaucoup. C'est souvent très doux. Donc c'est tout bêtement. Souvent c'est ça. Après des fois j'ai des petits coups de cœur que je préfère plus que d'autres, mais c'est plus à ce niveau-là. C'est vrai que je suis assez attentif aussi au dessin. Je pense pour moi que c'est un dessin très beau à chaque fois. Parfois je fais un peu des expérimentations de dessins originaux. C'est le cas avec Le secret des écailles bleues, je ne sais pas si on le voit à la caméra, qui est un titre que j'ai sorti il y a quelques années, qui était plutôt dans les débuts en 2 tomes. Et donc là, le dessin est assez particulier pour le coup. Il est là. Le dessin est assez particulier, assez différent de ce qu'on connaît, même dans le milieu du manga en général. Mais voilà, il n'a pas trop fonctionné celui-là. Donc, est-ce que c'est le changement de dessin qui est un peu perturbé, qui n'a pas séduit? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi je le trouve magnifique. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil si vous tombez dessus. Il s'est assez peu vendu et voilà, c'est dommage parce que c'est vraiment un très beau titre. Donc, voilà. Ok, moi je vais parler pourquoi j'aime bien aussi. Pourquoi aimes-tu la collection Moonlight, Katia? Pourquoi est-ce que je suis là en train de vous présenter l'émission finalement Parce que je fais des heures sup et que c'est payé double. Non, en fait, ce que j'apprécie beaucoup dans les titres de cette collection, c'est cet aspect très humain finalement. Parce que les histoires ont beau être parfois un peu, même très dramatiques, tristes, il y a toujours cette petite touche d'espoir. Les personnages, ils sont pas déprimés à la mort tout le temps. Ils vont avoir des moments où ils vont rire, où il va y avoir des sentiments super intenses, des relations qui vont se nouer, de l'entraide et tout ça. Beaucoup de sentiments très intenses, et c'est ça qui marche bien. Et c'est ça, et en fait, finalement, c'est des titres que je trouve vraiment profondément humains. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans les titres de cette collection. Il y a aussi une certaine forme de légèreté. Souvent, ça se passe le temps d'un été, par exemple. Je sais pas, je pense à Summer Ghost. Souvent, les histoires se passent sur des périodes très courtes. Voilà, c'est une tranche de vie, ça se passe un moment, ça s'est passé, ça a été important, ça marque la vie des personnages, et puis on passe à autre chose. Et j'aime bien aussi ce côté de... c'est léger, mais en même temps, c'est très fort. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais... Ouais. Il y a... c'est fugace en fait. Ouais, c'est ça. Un peu cet aspect fugace. Mais c'est pas pour autant que c'est pas important. Voilà. Exactement, ouais. Et ça remet au centre. En effet, ça met de l'importance dans le quotidien, dans les petites choses ou pas de la vie. Aurélien dans le chat nous dit je trouve aussi intéressant l'harmonisation de la direction artistique. La fabrication est par ailleurs vraiment toujours au top, avec un super boulot de Solène, qui est la graphiste principale sur la collection Moonlight. Et donc c'est vrai qu'on s'entend bien, parce que j'ai l'impression qu'on se comprend toujours très bien. Quand on cherche des logos, j'ai l'impression que c'est assez fluide. Très souvent, on trouve des beaux logos ensemble. Je lui explique mes idées et elle interprète bien mes idées, parce que souvent c'est difficile de discuter avec des graphistes, parce qu'il faut réussir à mettre en pensée ce qu'on a en tête. À l'exprimer. Il faut que la personne comprenne. Parfois, il y a un monde entre deux personnes alors que tu penses dans ta tête.
c'est très simple et avec Solène ça fonctionne plutôt bien, j'ai l'impression. On a fait pas mal d'expérimentations de fabrication un peu comment dire, originale. Je pense à Silent Blue, on a refait toute la couverture par rapport à la japonaise parce que je voulais justement une jaquette qui correspond un peu plus à l'esprit Moonlight. Ouais. Donc voilà, on a refait cette jaquette toute bleue métallique qui fonctionne très bien. On peut penser aux enfants de la mer. On a plein de choses comme ça. Comment tu as négocié pour justement ce Silent Blue? C'est vrai que pour... T'avais déjà une idée, t'en as parlé aux ayants droit ou... On a signé le titre et après je leur en ai parlé. Et finalement, avec les Japonais, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que soit on doit vraiment respecter à la lettre la version japonaise, être au millimètre près sur respecter le cadrage, la disposition des éléments, etc. Il faut être très, très carré. Soit on peut essayer de leur proposer des projets totalement différents et en leur expliquant pourquoi c'est bien pour le marché, pourquoi c'est bien pour le livre. Et souvent, finalement, assez étonnamment, ils sont OK pour nous faire confiance. Et donc là, c'était le cas, par exemple, pour celui-là. D'accord, OK. Voilà, comme ça se passe un peu les coulisses du graphisme. Merci pour toutes ces explications. On parlait des couleurs bleues. Est-ce que c'est qu'une impression? Et c'est vrai qu'on retrouve... je m'en étais pas rendu compte au départ, mais les livres, je sais pas, 75% des livres sont bleus chez Moonlight. Je m'en étais pas rendu compte au départ et en fait, c'est vrai, il doit y avoir quelque chose qui m'attire sans que je me rende compte. Et même les Japonais, j'étais au Japon et je travaillais avec une personne une japonaise avec qui on travaille et qui me disait tous les livres sont bleus. Et donc voilà, c'est un peu. Il y a l'expression, je crois, en anglais, on dit feeling blue, c'est être un peu triste, mélancolique. Exactement. Peut-être. En fait, c'était inconscient. Ouais. Et aussi, il y a bleu et la couleur de mes rêves, de Miro. Donc c'est un peu aussi, là, ça, il y a un peu des recoupements. Le bleu est important. Voilà, le bleu marche bien. Chez moi, c'est un peu bleu aussi. L'intimité de l'éditeur. J'en profite pour vous rappeler que du coup, on fait un concours pour faire gagner des titres Moonlight et notamment aussi des livres bleus. Ex-Libris, Studio Cabana avec leur cadre et qu'il y a des points bonus si vous mettez bleu dans le titre. C'est Julien qui a décidé. Non, c'est faux. On va passer au coup de cœur, à nos coups de cœur de la collection. Donc on va présenter brièvement un peu notre top 3 et voilà, essayer de convaincre les gens de s'y intéresser. Je laisse qui commencer, comme vous voulez. Allez, Justine. Allez. Alors moi, je vais commencer par un titre que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est un des premiers de la collection Moonlight. C'était Le Dévoreur de souvenirs, en 2 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui adore tout ce qui est un peu légende urbaine. Donc, il aime bien se documenter là-dessus. Et en fait, un jour, il va se rendre compte qu'autour de lui, les personnes perdent la mémoire et des souvenirs. Et donc, en parallèle de ça, il y a une sorte de créature, et le nom, je ne me souviens plus. Le Kyokuya. Voilà. C'est une légende urbaine, on ne sait pas vraiment si c'est une créature. Si ça existe ou pas. Oui, on ne sait pas forcément. Et donc, les deux vont se lier. Et en fait, c'est très mystérieux. Et en même temps, j'aimais beaucoup les dessins. Et voilà, donc ça, c'était le premier coup de cœur qui est plutôt ancien dans la collection. Moi aussi, j'aime bien. Ça questionne un peu l'importance des souvenirs. Est-ce qu'il faut se souvenir absolument de tout? Est-ce qu'on, pour mieux avancer, on peut oublier des choses qui nous ont fait du mal? Ou est-ce qu'on se construit avec ces souvenirs, justement? C'est une thématique qu'on retrouve dans quelques titres aussi, Moonlight. J'aime bien, justement, parce que j'ai pas trop trouvé ça dans d'autres romans ou d'autres livres, donc j'aimais bien celui-ci. Après, dans un tout autre registre, il y avait Cette vie auprès de toi. Si je dis, ouais, c'est ça. Où en fait, là, c'est plutôt contemplatif, tranche de vie, je dirais. En fait, on suit un père de famille qui déménage sur une petite île avec son fils, qui est assez jeune, je ne sais pas trop quel âge il a. Qui est très très mignon. Oui. Il parle pas beaucoup. Comment ? C'est pour ça qu'il parle pas beaucoup. Ouais, il parle très peu. C'est pour ça qu'on l'aime bien d'ailleurs. Peut-être aussi. Et en fait, on va suivre cette petite famille. Lui, il est coiffeur, donc en fait, il va s'amuser à coiffer tous les gens de cette île. Ouais. Et personne ne le paye d'ailleurs au départ. Oui, mais même c'est complètement arnaqué. Le dernier tome, je crois. Il se fait pas trop payer, je crois. Ouais, le mec se fait jamais payer, mais bon, c'est pas grave, il se fait des amis. C'est un peu ça. Le coiffeur bénévole. Mais c'est ça. Et non, moi j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé très touchante l'histoire du père et du fils.
Ouais, c'est très doux. Oui, c'est ça. Et ça, il y a une sorte de mélancolie latente, mais mélancolie heureuse finalement. Oui. C'est une histoire plutôt heureuse, plutôt feel good. Et ouais, cette histoire père-fils assez touchante, on en parlait tout à l'heure, les histoires père-fils, finalement, c'est assez peu commun. Oui. Et on ne voit pas la mère, et en même temps, ce n'est pas le sujet de l'histoire. En fait, j'ai trouvé ça bien amené, en tout cas. Focaliser sur leur relation à eux deux, et finalement... Et leur manière aussi d'appréhender un peu ce nouveau départ, quand on est père célibataire et quand on est un très jeune enfant, et que tout est nouveau en soi. Donc on suit un peu son évolution, on voit un peu comment il grandit et comment il réussit un peu à se décoincer. Puis en plus, il est très timide et on pourrait penser que, je sais pas, ses camarades de classe soient un peu virulents avec lui, et pas du tout. Il l'accepte comme il est, et je trouvais ça très bien aussi, très bien amené. Ça fait du bien à lire, c'est une bonne, très mignon. Et le dernier, c'était Les Enfants de la Mer, donc une réédition chez Moonlight. Et pourquoi j'aime ce titre? Parce que donc c'est une histoire qui est surtout dans les fonds marins, en même temps vu le titre. C'est une jeune fille qui tombe sur 2 enfants qui ont été élevés par des créatures marines. Des dugongs. Voilà, c'était quoi le nom? Des dugongs. Voilà, des dugongs. Et j'aime beaucoup parce que c'est très contemplatif, les planches sont superbes. Des fois, il n'y a pas forcément du texte et je trouve ça très beau. Et on ne comprend pas tout, mais c'est bien aussi. Enfin, moi, je n'ai pas tout compris, mais j'aime beaucoup. C'est une œuvre qui peut paraître assez simple au départ, et plus on avance dans l'histoire au fil des tomes, plus c'est assez philosophique, très contemplatif, et donc il faut un peu se laisser embarquer par l'histoire, se laisser porter par le récit, et pas essayer de comprendre à chaque fois, de percer chaque mystère. Il faut le lire peut-être plusieurs fois pour se faire un avis un peu plus éclairé, mais en tout cas, c'est une œuvre qui un peu nous pénètre et voilà, qui s'exprime d'elle-même toute seule. Et donc, voilà, quand on en ressort de cette lecture, on sort grandi. On ne sait pas pourquoi, mais on se sent bien. On a passé un truc, quoi. Ouais, il s'est passé une belle expérience. Ouais, puis j'aime beaucoup la jaquette aussi, en calque. Ouais, comme une jaquette qu'on a... C'est très beau. C'est vrai qu'on a pour cette édition, par rapport à donc, ce titre était sorti chez Casterman il y a quelques années. Casterman avait abandonné les droits. Donc moi je me suis dit c'est un beau titre, c'est un titre important pour moi, un titre majeur du catalogue manga en général. Donc pour moi c'était important de le refaire, et donc voilà, on l'a refait, mais j'ai voulu me détacher de cette première version en faisant une expérimentation un peu graphique, plutôt de fabrication. On a pris du papier calque pour imprimer la jaquette, donc ça rappelle un peu cette profondeur de l'eau, et donc je trouve que ça fonctionne très bien et que Solène a bien travaillé pour avoir ce résultat. Et donc voilà, c'était un peu le défi de ce titre. Tout à l'heure on parlait de changement total de charte graphique. Voilà, c'est encore un exemple qu'on a fait et dont je suis plutôt fier, qui fonctionne plutôt bien. Je suis vraiment content de ce livre. C'est un beau livre. Ce que je trouve très plaisant, c'est que quand on soulève un peu la couverture, on a vraiment l'impression de voir les éléments qui sont sur la couverture. Oui, c'est Sarbacane. Comment dire, s'enfoncer dans l'eau et recréer cette impression de profondeur, exactement. Ouais, et c'est super beau. Et en effet, Solène nous rappelle que c'est Sarbacane qui a précédemment publié, pas Casterman. Je pensais à Petite Forêt, qui est un peu dans le même cas. Elle sait tout. La Petite Forêt du même auteur qu'on a récupéré, qui était publié avant chez Casterman. On va en parler tout à l'heure. Et donc voilà pour l'histoire des Enfants de la Mer. Et toi alors, Katia, quels sont tes coups de cœur? Moi, alors, du coup, je vais commencer par un one-shot qui s'appelle La désastreuse histoire des jumeaux Stevenson. Donc, dans ce one-shot, on suit en fait 3 amis. Donc il y en a 2 qui sont jumeaux, Hyde et Jekyll. Et leur ami s'appelle John. Donc c'est un jeune garçon qui a jamais trop trouvé sa place dans sa famille, qui se sent un peu seul, il a du mal avec les gens. Et en fait, Hyde et Jekyll ont un petit jeu où ils s'amusent à prétendre qu'ils sont l'autre et vice-versa. Et c'est un peu comme ça qu'ils rencontrent John à la bibliothèque, John qui travaille à la bibliothèque temporairement. Et donc voilà, donc ça va être vraiment un peu leur histoire. Je ne sais pas si je spoil dès le début. Peut-être on peut aller un tout petit peu plus loin. Il y en a un des 2 qui meurt. Voilà.
Un des jumeaux, oui, c'est le plot de départ. En fait, un des jumeaux disparaît et on ne sait pas trop lequel en fait a disparu. Ça va être un peu. On affirme que c'est, je sais plus John ou. On affirme que c'est Jekyll. Ouais, mais en fait, et au bout d'un moment, on ne sait plus trop. On se rend compte que c'est peut-être pas forcément, mais peut-être oui, peut-être non. Voilà, et donc ça va être un peu. Toute l'histoire va tourner autour de ça. Et c'est, je trouve, une très belle histoire d'amitié, même si. Comment dire, le postulat de début est vraiment, il y a quand même quelqu'un qui meurt, quoi. Mais ça reste une très belle histoire d'amitié, et pas que entre John et donc le jumeau restant, mais aussi entre eux trois, puisque il y a ces aspects aussi qui sont vus pendant le récit, et je trouve que c'est vraiment très très beau. Et aussi de la perte du coup de l'être, littéralement sa moitié. Sa moitié, et aussi un peu tout le passé, leur histoire qui est imbriquée l'un dans l'autre. Et donc on remonte un peu dans le passé et on comprend un peu mieux leur histoire. C'est ça, vraiment désarçonné. Moi, à la fin, je sais plus, je m'en souviens plus d'ailleurs si c'est vrai ou pas, en fait. Vraiment bien avec le lecteur. Et les dessins sont super. En tout cas, c'est vraiment un livre, c'était vraiment un coup de cœur quand j'ai trouvé ce titre, et c'est une autrice qui vraiment j'aime beaucoup, son dessin est incroyable, et donc voilà, j'espère qu'on la retrouvera chez Moonlight, j'ai de bon espoir. Ensuite, mon deuxième coup de cœur, c'est My Capricorn Friend. On est encore sur du one-shot super joyeux. Grosse fête. Donc c'est un jeune garçon, un lycéen. Donc déjà, de base, c'est un monde qui est un peu fantastique, puisque sur son balcon, tous les matins, quand il se réveille, il ouvre la porte-fenêtre et il y a plein de trucs qui, avec le vent, sont arrivés sur son balcon. Ça peut être des choses complètement banales comme des feuilles mortes, voilà. Mais des fois, il trouve des trucs vraiment bizarres, des t-shirts avec 4 bras, voilà. Et à un moment, il trouve une coupure de journal du futur, dans lequel est relaté un fait divers concernant des camarades de classe. Et donc tout part un peu de là, et aussi au départ, on voit qu'il y a un de ses camarades de classe donc, qui est harcelé par un autre lycéen. Et donc voilà, il va se passer quelque chose, il va l'aider, et je spoil pas la suite. Mais pareil, je pense qu'on peut spoiler un tout petit peu. Non, mais j'aime pas trop. Pas spoiler, mais genre, je pense que c'est le postulat de départ qui se passe au tout début. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a un meurtre. Il y a un meurtre. Ouais, je sais. Maintenant, ça fait un peu longtemps, je sais plus si c'est connu dès le départ, dès le résumé ou pas. En tout cas, c'est une histoire qui traite du harcèlement scolaire, et aussi de la culpabilité de tous ceux qui gravitent autour de ce harcèlement scolaire, c'est-à-dire de ceux qui ont laissé faire, en tout cas de ceux qui n'ont rien dit alors qu'ils voyaient tout. Et donc c'est une question sur ça, et c'est pas, on blâme pas ceux qui n'ont rien dit, mais on interroge cette question de qu'est-ce qu'il faut faire. Pourquoi autour personne n'a rien dit, et qui était impliqué dans ce harcèlement, pourquoi, et donc il y a toute une histoire autour du harcèlement et de la réflexion, et donc voilà. Il y a en effet une teinte un peu fantastique dans ce livre, avec l'histoire de ce balcon qui ramène notamment un journal où on peut lire l'avenir, et donc voilà, ça me plaît beaucoup. Sorti quand ? C'était quand même, là on est en 2021. Ouais, 21 ou 22. C'était 21, vu que maintenant tout le monde parle, c'est bien, maintenant tout le monde parle beaucoup du harcèlement. Ouais, je crois que c'était quand même déjà un sujet à l'époque qui commençait parce qu'on en parle beaucoup plus, mais il y a quelques années, c'était pas autant. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, et en septembre, on va sortir un titre qui s'appellera « Ce vide au fond de moi » et qui parle aussi un peu de... part d'un postulat de harcèlement scolaire aussi. Voilà. Si c'est un sujet que vous voulez approfondir, rendez-vous en septembre pour ce titre. En tout cas, pour My Capricorn Friend, qui est déjà disponible. Du coup, c'est un peu cet aspect de grande sincérité, en fait, de honnêteté avec soi-même, que je trouve intéressante, parce que le personnage qui est harcelé, du coup, va reconnaître des choses qu'il a fait qui sont horribles, même s'il les a faites
sous la menace, et en même poussé temps... par son harceleur à voilà, faire des choses horribles. À faire des choses atroces. Et même ceux qui sont autour disent peut-être on aurait dû parler, peut-être qu'on aurait dû se mettre, on était 10, on était 15 à savoir ce qui se passait, peut-être qu'on aurait dû... on aurait dû y aller, peut-être qu'une seule personne aurait suffi. Et en fait, et que maintenant on ne serait pas face à ce drame qui s'est passé devant nous. Et ils n'essayent pas de refaire l'histoire, ils essayent de juste expliquer ce qui s'est passé. Et c'est vraiment intéressant à tout point de vue, ce titre. Il y a un petit côté thriller aussi parce qu'il y a des retournements de situation et c'est que dans les dernières pages où tout s'éclaire finalement. Donc, et du coup, mon dernier titre, j'accélère un petit peu puisqu'on a un mini-jeu après, on aimerait bien vous le montrer. Du coup, mon dernier titre, c'est José le tigre et les poissons. C'est une série en 2 tomes. Donc, qui va suivre l'histoire d'amour de 2 jeunes personnes. Donc, un garçon qui travaille dans une boutique de plongée. En gros, il adore plonger. Son truc, c'est les poissons. Il veut partir au Mexique faire des études et plonger au Mexique. Et une jeune femme qui donc se fait surnommer José parce qu'elle adore François Sagan. Et donc José est une héroïne de François Sagan. Et elle est handicapée et elle est en fauteuil roulant. Et un jour, José a un accident. En gros, c'est horrible. On la pousse du haut d'une pente. Voilà. On ne sait pas si elle se fait pousser ou si c'est un accident. Ouais. Toi, tu penses qu'il y a ouais, moi je pense qu'il y a anguille sous roche. Pour rester dans le poisson. Et donc, elle est sauvée par le jeune homme. Et de là, la grand-mère de José demande au jeune homme si il peut venir chez elle, s'occuper d'elle, en fait, lui tenir compagnie, faire des choses pour elle. En gros, être assistante de vie. Et donc voilà, et donc ça va être un peu l'histoire de José qui découvre la vie, qui découvre les choses, puisque sa grand-mère ne veut pas qu'elle sorte. Donc voilà, elle est vraiment tout le temps cloîtrée chez elle, et lui, il va l'emmener manger des glaces au cinéma, à la plage, enfin voilà quoi. Et donc elle va découvrir la vie grâce à lui et apprendre plein de choses. Elle va découvrir la vie, aussi un peu l'amour peut-être, des sentiments un peu amoureux qui vont se développer. Elle va même découvrir un peu plus sa voix personnelle, puisque moi je vais peut-être pas spoiler, comment dire ça sans spoiler, mais elle va en sortant, elle va découvrir comment dire ce qu'elle a envie de faire plus tard, elle va se rendre compte de ce qu'elle aime vraiment. Donc c'est vraiment, c'est un peu un parcours initiatique presque. Bon, je n'irai pas jusque-là, mais c'est un peu l'idée. Donc les deux vont un peu évoluer ensemble et comprendre un peu ce qu'ils ont envie de faire chacun de leur côté. Il n'y a pas un animé ou alors il y a un film d'animation qui est d'abord qui est l'œuvre originale d'ailleurs. Le manga est adapté de l'animé. Non, je dis une bêtise. Il y a une nouvelle japonaise. Après, il y a un film. Et après, il y a le manga. Donc, c'est une nouvelle au tout départ. C'est dans ce sens-là que ça s'est fait. C'est rarement dans ce sens-là, d'ailleurs, mais voilà. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut aller dans tous les sens. Et José aussi, c'est un de mes préférés. Mais moi, du coup, dans mon top, j'ai pas mis celui-là. Forcément, j'ai commencé par Silent Blue. Donc, c'est un titre qu'on a sorti là très récemment. Donc, qui est sorti en mars. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui plonge de manière assez obstinée dans un lac. Au départ, on ne sait pas pourquoi, et plus l'histoire avance, et plus on comprend qu'elle cherche des réponses à ses questions, et elle-même ne sait pas quelles sont ces questions. Elle est obnubilée par quelque chose, une quête de savoir, et donc elle plonge dans ce lac où est enfermé le village de son enfance, puisqu'il y a eu une météorite il y a quelques temps qui a fait un gros trou sur son village, et une pluie diluvienne a rempli le trou d'eau. Donc, le village d'enfance de cette jeune femme est au fond de l'eau, et elle plonge pour retrouver ce village et pour essayer de retrouver ses souvenirs d'enfance. Et donc c'est toute une quête de l'enfant intérieur finalement, d'essayer de trouver des réponses à ses propres questions, de faire ressurgir de soi tout ce qui nous bloque. C'est un peu la métaphore d'une thérapie, de psy finalement, je trouve. Et je trouve que c'est très beau cette idée de... on est construit par des souvenirs qui nous échappent parfois, mais ils sont là, ils sont présents, et parfois on les fait ressortir pour se sentir peut-être plus vivant, plus présent. Donc voilà, cette histoire de quête de souvenirs
que j'aime beaucoup. Et aussi, j'aime beaucoup la manière dont on a travaillé graphiquement, mais ça, j'en ai parlé tout à l'heure sur ce titre, que je trouve vraiment très beau. Donc, voilà, je vous le recommande. Il fait très beau dans la bibliothèque. Je sais pas, vous l'avez aimé ou... Lequel? Silent Blue. Il est au milieu, là. Oui. Non, est-ce que tu l'as aimé? Pardon. Est-ce que quoi? Est-ce que tu l'as aimé? Ah oui, oui, je l'ai aimé. Il est tard, on se comprend plus. Pardon. Si, ouais, je l'avais lu à l'époque quand il nous avait annoncé que tu allais le publier. Et ouais, j'avais trouvé que c'était vraiment beau. Et puis le personnage principal a une douceur, en fait, que je trouve appréciable. Oui, c'est ça. Et ouais, j'avais bien aimé. As-tu lu Silent Blue et moi c'est pas mon préféré, j'ai bien aimé, mais en fait moi le seul truc j'aimais bien du tout l'histoire, mais c'était le dessin où j'avais un peu de mal. Ah ouais. Mais parce que en fait je suis plus habituée, je pense, à une patte qui est différente dans tes autres livres. Est-ce que c'est un peu daté peut-être pour toi ou pas? Parce que c'est un titre qui a été publié au Japon en 2012-2013 je crois. C'est possible. Peut-être que tu ressens un peu ça, je sais pas. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé. C'était plus au niveau du dessin, je m'attendais pas à ça par rapport à la couverture, en fait. Ok. Mais bon, c'est du détail. Donc, second titre, Summer Ghost, qui était un gros titre de l'année dernière, de l'été dernier, justement. On avait mis en avant à Japan Expo, on avait un énorme panneau. Début juillet, je crois. Oui, en juillet, pour la Japan Expo, justement. Et donc, c'est un titre en 2 tomes, terminé en 2 tomes, donc il se lit très vite. Et là, on suit 3 adolescents qui sont un peu au fond du trou, ils sont au bout du rouleau. Ils ont tous un peu envie de mourir pour des raisons différentes. Il y en a un qui est harcelé qui est harcelée à l'école, l'autre qui est malade et qui est promis à une mort certaine. Et le troisième, interrogation surprise. Je me souviens plus. Je m'en souviens plus. J'ai un trou de mémoire, donc c'est pour ça que je fais genre, je m'interroge, mais en fait... Non, j'ai un trou de mémoire mais en fait, nous aussi. Je l'ai relu hier. Ah bah, t'as aucune excuse, hein, franchement. C'est pas le truc... Non. Oh là là, je suis fatigué. Aidez-nous dans le chat, s'il vous plaît. Là, on a un peu honte. Bref, 3 personnes qui sont au bout du rouleau et donc qui veulent appeler le Summer Ghost. Le Summer Ghost, c'est un fantôme qui répond à notre appel quand on va sur une certaine piste d'avion, qu'on allume des sortes de petits feux d'artifice et le fantôme apparaît, il discute avec vous et vous pouvez le voir que quand vous êtes vraiment proche de la mort et que donc, ce fantôme sent que vous êtes vraiment au bout du rouleau. Et donc, au départ, les personnes pensent qu'elles vont être aidées par ce fantôme et c'est finalement ces 3 personnes qui vont aider le fantôme lui-même à répondre à certaines questions parce qu'avant de mourir, il y a des choses à régler pour qu'il puisse disparaître vraiment. Donc voilà, c'est cette quête un peu dans la mort qui est vraiment intéressante. Graphiquement, c'est très intéressant. On retrouve Lundro, donc c'est une personne qui fait beaucoup de couvertures, notamment qui fait beaucoup de couvertures de light novel. Il y a aussi Otsuichi au scénario, qui est le même scénariste que My Capricorn Friend. Et donc voilà, c'est un très beau casting sur ce livre qui me plaît beaucoup. Ouais, c'est beau et puis moi j'aime bien aussi le début parce que les personnages, on sent qu'ils se rencontrent. Et pardon, c'est revenu. Alors il y en a un, donc le troisième, c'est sa mère le pousse tout le temps à travailler, vraiment le lâche plus. Il est vraiment elle le harcèle pour qu'il travaille tout le temps plus, qu'il soit meilleur à l'école tous les jours. Voilà, pardon, je t'ai coupé, mais c'est important pour moi de rétablir la vérité. De montrer que j'aurais vraiment lu ce livre. Ouais, non, je disais, du coup, j'aime bien les relations des personnages au début, surtout parce que on sent qu'ils ont des problèmes et d'un côté, on a l'impression qu'ils sont un peu résignés et d'un autre, on dirait qu'ils veulent quand même trouver de la compagnie et trouver des gens qui les comprennent. Et c'est pour ça qu'ils se mettent en quête du coup d'un espèce de but commun. Et ouais, cette espèce d'entraide, je l'ai trouvée dès le début, même si elle est un peu fausse. Et elle devient sincère et je la trouve assez belle. Et c'est une histoire très sombre au départ, puisque ce sont des enfants qui veulent se suicider. Mais à la fin, il y a une très grande note d'espoir. C'est vraiment... il faut reprendre goût à la vie. C'est un peu le mot de la fin, c'est pas il faut reprendre goût à la vie, c'est facile à dire, mais il y a des belles choses et il faut continuer à espérer pour pouvoir rencontrer ces belles choses. Donc
Oui, puis ça change un peu de direction à des moments en fonction des personnages. C'est ça, c'est qu'on a pas mal de changements de direction dans la narration ou même dans les interactions entre les personnages. Donc c'est un beau titre qui se termine en 2 tomes, et c'est rapide. On a aussi la version en roman d'ailleurs, si ça vous intéresse plus de lire en version en prose. Voilà. Et ton 3e titre? Mon 3e titre, qui est plutôt solaire, lui pour le coup, c'est De l'autre côté de l'horizon, de Hinata Nakamura. Et c'est un titre où on a un personnage, un salaryman classique qui fait un peu un burn-out et donc qui quitte Tokyo pour aller vivre sur une petite île un peu reculée. Et là, il prend un poste de directeur de poste, justement, directeur de poste. Et donc, sa vie change du tout au tout. Il va apprendre à ralentir le rythme de sa vie, à contempler ce qui se passe autour de lui, à prendre le temps. Il va faire la rencontre d'une jeune fille où ils vont ensemble vivre des aventures. C'est très platonique. Ils vont un peu kiffer la vie, comme on dit. Et tu vois, on pourrait le comparer à cette vie auprès de toi. Oui, exactement. C'est la même ambiance. C'est ça. Ouais, j'aime bien. Je suis d'accord. Les deux partent vivre sur une île. C'est vrai. Donc c'est très solaire. Et vraiment, à la fin, quand on a fini les 3 tomes, on se sent léger, on se dit ah ouais, on pose sa démission et et après on se rappelle qu'il faut quand même travailler pour avoir de l'argent, mais bon. Et faire des lives. Exactement. En tout cas voilà. Et c'est un très beau titre que je recommande vraiment. On a sorti un nouveau titre de cette autrice là en février qui s'appelle Earth Program, qui est sur l'histoire d'un garçon qui rencontre un robot qui ressemble à une vraie jeune fille. Et donc c'est un peu l'histoire de la question de ce titre, c'est est-ce qu'on peut tomber amoureux d'un robot finalement? Et aussi, est-ce qu'un robot peut avoir des sentiments surtout humains. Est-ce qu'un robot peut avoir des sentiments humains? Donc le tome 1 est sorti en février et là on continue à les sortir. Ça termine en 4 volumes, donc c'est une série assez courte. Voilà. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est un peu la spécificité aussi de Moonlight, c'est des séries assez courtes en général, même si on a tendance à peut-être à explorer des titres un peu plus longs là ces derniers temps, mais souvent c'est des séries en 2 volumes, 3 volumes, des one-shots. Ok, merci pour ces tops. C'est top. Et les explications aussi sur comment tu choisis aussi tes séries en fonction des longueurs. Je fais un petit rappel juste pour le concours en cours. Donc, vous inventez un titre de collection Moonlight, préférablement avec le mot blue dedans, parce que Julien aime bien. C'était pour rigoler au départ, mais là, je vois que on voit les propositions et donc vous aurez peut-être la chance de remporter un des 3 lots en jeu. Donc dans les lots, il y a des mangas et il y a aussi des goodies et notamment les petits cadres avec les équilibristes Studio Cabana. On est en retard sur notre planning, je vais être tout à fait honnête avec vous. Avant de passer à notre petit jeu, on va juste reparler peut-être de Studio Cabana rapidement, puisque c'est ta nouveauté. Nouveauté qui est sortie mercredi dernier, un titre assez attendu en France, Studio Cabana, donc l'histoire d'un bad boy au cœur tendre. Voilà, si on devait le résumer en une phrase. Mais je trouve que la jeune fille, elle a vraiment un caractère. Oui, elle est très forte, justement. Oui. Alors que des fois, ça pourrait ne pas être le cas. Le plot, c'est une jeune fille qui se rend compte qu'en fait, le garçon un peu rebelle de sa classe, écrit des chansons d'amour et joue dans un groupe, et donc il est pas si rebelle que ça, et en tout cas il a un côté cœur tendre qui est vraiment intéressant. Cette dichotomie, c'est vraiment intéressant. Les personnages sont vraiment très bien construits. En effet, la fille, elle est assez drôle, elle est assez pétillante. J'aime vraiment beaucoup. Lui, pareil, il est assez ténébreux, assez sombre. On va apprendre à le connaître encore plus à chaque tome. En fait, je trouve qu'ils ont un caractère affirmé, et du coup, ça donne des interactions qui sont vraiment intéressantes. Ouais, c'est ça. Et puis il y a plein de personnages qui sont développés un peu au fur et à mesure, et chacun en effet a sa personnalité. Bon voilà, c'est vraiment un beau titre, un titre coup de cœur, un titre où encore une fois on explore un peu une branche que j'avais pas forcément trop explorée jusque-là, le shoujo. Enfin j'ai fait quand même quelques titres shoujo, mais là je pense un shoujo qui va s'étendre sur la longueur, donc ça va être intéressant aussi d'avoir ce titre au catalogue.
En plus, il va y avoir potentiellement un triangle amoureux aussi. Potentiellement. Potentiellement plus. Ouais, mais on sait pas. Mais bon. Et bah vous le saurez si vous lisez Studio Cabana. Voilà. C'est ça. Et donc on a fait pas mal de, toi qui es au marketing, d'actions intéressantes. Par exemple, dans les librairies Momi, vous pouvez trouver le titre, mais avec une jaquette alternative. Chez certains libraires, vous avez donc les ex-libris dans les librairies participantes. Dans tous les bons libraires. Tous les bons libraires, pardon. À Japan Expo, vous aurez sûrement des goodies aussi. On prépare des petits trucs. On prépare des trucs. Je pense qu'on est bien parti pour se donner à fond sur cette série. Et ben voilà, on va passer. Ah bah non, on me dit trop court pour le mini-jeu, je suis super déçue. Oh non, en plus c'était trop drôle. Faites A. Et le jeu c'était tiré du paintball sur Justine, mais Super. on fait pas. J'étais déçue du coup. Bon bah tant pis. Ok. Tant pis. On va passer à un petit planning des sorties à venir. Si ça te. Continuons puisque là on parlait de. Je crois qu'il y a des questions. Alors, une petite question. Alors, derrière le ciel gris, étant hiatus, il me semble, en effet, c'est un peu triste. Derrière le ciel gris faisait partie des 3 premières séries lancées en même temps. Et donc, tome 2, on attend la suite, mais pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Et voilà, même au Japon, il ne se passe rien. Donc, le jour où ça sort, je serai très heureux. Et on le sortira au plus vite, mais là, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Je sais pas pourquoi, parce que Lundro, c'est quelqu'un d'assez actif. On en parlait, il a fait Summer Ghost. Et donc peut-être trop actif, justement. Je sais pas ce qu'il fait. Donc il fait du manga, il fait aussi des films, et de la musique. C'est quelqu'un de très occupé. Je sais pas pourquoi. Et souvent, quand les séries sont en pause ou arrêtées, on n'a pas trop d'informations au Japon. C'est compliqué d'avoir des explications. C'est juste, voilà, c'est comme ça. Donc les vraies raisons, on les connaît pas. Et voilà. Mais on est prêt à sortir la suite. En plus, tome 3 serait le dernier a priori, je pense. Donc, frustrant. Dommage. Mais voilà. Et quelqu'un qui pose aussi une question sur José, Tigre et Poisson. Est-ce qu'il y a une différence entre le film et le manga? Je ne sais pas si tu sais, peut-être tu ne sais pas. C'est assez fidèle. Alors, ça fait longtemps que j'ai vu le film. Donc vous avez vu ma mémoire est défaillante. À toutes ces preuves tout à l'heure. Mais souvent, il y a des aspects quand même qui sont étudiés. Plus étudié dans une version que dans l'autre, etc. Allez voir le film pour avoir la réponse. Et lisez surtout le manga. Lisez le manga, Ok. Rappel concours, encore une fois. Je suis relou. Faites des titres Moonlight. Postez-les dans le chat. Là, je vois toutes les propositions. On a beaucoup de on va devoir choisir là en 30 secondes. Ouais, mais c'est la régie qui Je pense que Célia va nous faire une présélection. Ouais, on va nous faire une présélection. Mais voilà, il y a des mangas et des ex-libris Studio Cabana notamment à gagner. Ouais. Voilà, donc on va partir sur le planning de sortie. Là, on était en avril avec Studio Cabana. Yes. Et en mai, En mai, Petite forêt, donc par l'auteur des Enfants de la mer. Petite forêt, c'est comme tout à l'heure, c'est un peu le même cas que tout à l'heure. C'est un titre qui était paru chez Casterman cette fois-ci, il y a quelques années. Donc pareil, les droits, il n'exploitait plus ce livre, donc les droits étaient libres, on les a récupérés. Et pareil, pour moi, Igarashi, c'est un auteur important et donc qui mérite d'être remis en avant. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai décidé de développer le catalogue d'Igarashi chez Moonlight. Petite forêt, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un petit hameau reculé au Japon et qui vit vraiment de sa propre culture de la terre. Elle cultive ses propres légumes, etc. Et elle fait ses propres petits plats à base donc très locaux et très, très naturels. Tout ça est 100% bio, c'est sûr. Et donc voilà, c'est vraiment une tranche de vie, comme c'est le fait Igarashi, très légère et profonde en même temps, parce que on réfléchit beaucoup comment dire, il se passe beaucoup de choses c'est difficile de mettre en forme ma pensée, mais il se passe beaucoup de choses dans des petites actions. Faire la cuisine, ça peut paraître très simple, mais finalement, derrière, il y a toute une réflexion, toute une poésie, toute une contemplation de la nature et une réflexion sur soi, sur sa propre histoire. Et donc, c'est un livre sur la cuisine, mais sur soi aussi.
Donc c'est un très beau titre. On va faire une intégrale, donc c'est une intégrale des 2 tomes au Japon. Et nous, ce sera un seul tome. Pareil, une fabrication un peu comme Les Enfants de la Mer sur papier calque, une fabrication un peu ambitieuse. Mais ça va être un très beau titre aussi. Donc j'ai hâte de le voir. Oui. On a quelqu'un qui nous demande si on va publier d'autres titres de Igarashi ou pas. Point. Voilà. Point. No spoil. Vous n'en saurez pas plus. Rendez-vous l'année prochaine pour la suite. Et nous, ici, on passe à juin. Juin. En juin, on aura Alice in Kyoto Forest, qui est une sorte d'adaptation d'Alice in Wonderland en 2 titres. Les 2 tomes les 2 tomes sortent en simultané, donc vous aurez l'histoire complète dès le jour de la sortie. Et en gros, là, on suit Alice qui est orpheline, qui vit avec son oncle et sa tante. Mais son oncle la déteste, hein, clairement, donc elle en a marre. Elle veut retourner à Kyoto, la ville de son enfance, pour devenir apprentie geisha. Donc elle part, mais elle se rend compte que le monde a changé autour d'elle. Et donc elle va essayer de devoir comprendre pourquoi elle est vraiment dans cette ville de Kyoto. C'est pas une simple fuite, elle va vraiment devoir comprendre pourquoi elle est là. C'est une vraie réflexion sur elle-même, sur son identité, qui va lui permettre de répondre à cette question. Plus le récit avance et plus on a des trames narratives assez différentes. On a une réflexion sur le pouvoir de la littérature, on a une réflexion même sur un peu l'amour aussi. Donc voilà, c'est plein de choses qui se mêlent dans ces 2 titres. Il y a beaucoup de choses, je trouve, c'est très dense dans seulement 2 volumes, donc c'est vraiment intéressant. Il y a un très gros folklore japonais aussi, si vous aimez un peu le folklore japonais, à la Miyazaki, etc. Vous allez être servi sur ce titre. Est-ce qu'il y a un lapin blanc? Il y a un lapin blanc. Non, super. Il y a une grenouille qui porte un kimono ou un yukata, je crois. Ok. C'est un duo assez improbable, mais c'est marrant. C'est très mignon, mais c'est pas mièvre. Voilà. Le dessin est magnifique. Le dessin est très joli. Voilà pour juin. Et tu as aussi... Non, dis donc, la mémoire, c'est pas ça, hein, ce soir. En juin, tu as ton light novel. Ça, c'est une annonce qu'on va faire tout à l'heure, je crois. Non, Even If This Love. Ah oui, le long titre. C'est en mai. C'est en mai. C'est en juin ou c'est en mai? Ah, il a été décalé. C'est pour ça. Tout s'explique. Ouais, non. Bien sûr, ça vient de là. Il était en mai, mais on l'a un peu repoussé parce qu'on n'avait pas assez de temps pour la production. Mais c'est en juin, donc maintenant, en effet, c'est... Even If This Love Disappears From The World Tonight. Voilà. Donc c'est un roman qui parle aussi de la mémoire cette fois-ci. Donc on suit un jeune garçon et une jeune fille qui se rencontrent et qui décident de sortir ensemble pour faire semblant. Et la seule règle, c'est ne pas tomber amoureux. Enfin, il y a plusieurs règles, mais notamment ne pas tomber amoureux. Et donc ils vivent un peu leur histoire d'amour. Et en fait, on se rend compte que la jeune fille, elle est atteinte d'amnésie antérograde, c'est-à-dire que tous les matins, quand elle se réveille, elle perd tous ses souvenirs. Elle ne se souvient plus de ce qui s'est passé la veille. Donc c'est un peu l'histoire de cette histoire d'amour difficile à construire, puisque comment construire une histoire d'amour quand on a oublié tous ses souvenirs. Et donc voilà, histoire d'amour un peu atypique et très belle, qui peut un peu rappeler le roman Ce qu'il reste de nos souvenirs, qui a bien fonctionné. Donc peut-être que vous en souvenez un peu. On est un peu sur la même vibe sur le roman. Donc voilà, pour ce titre, il existe un film au Japon qui n'est pas arrivé en Japon et en Corée aussi, je crois, qui n'est pas forcément arrivé jusqu'en France, donc c'est pas sûr que ça soit très connu, mais c'est une très belle histoire qui fonctionne très bien, pleine d'émotions. Vous allez lâcher quelques larmes, comme toujours. Ça marche très bien. Ok. Et enfin, juillet. En juillet, donc un très beau titre, très gros titre. Mission in the Apocalypse, qui est un récit post-apocalyptique, étonnant pour Moonlight, mais ça fonctionne très bien, où là on suit encore une jeune fille qui erre dans un monde post-apocalyptique à la recherche de survivants tout simplement, et elle doit nettoyer le monde, essayer de rechercher des survivants. Elle fait des rencontres avec des gens, des androïdes, ça dépend, et ça la pousse vraiment à mener une réflexion sur la valeur de la vie, sur la solitude. C'est un titre très beau, magnifique,
graphiquement, vraiment, aller chercher des extraits sur Internet, c'est vraiment incroyable. Il y a des planches de ruines, beaucoup de ruines, de villes dévastées. C'est un auteur vraiment qui a vraiment un talent fou. Je pense que je suis vraiment content d'avoir dans la collection parce que c'est assez époustouflant. Il y a une attention du détail qui est impressionnante et vraiment une ambiance dingue. Certaines scènes, c'est assez fantastique. Et vraiment, donc dans cette maison d'édition, on publie aussi beaucoup de BD franco-belges et donc même les gens qui sont habités à du dessin très fouillé, très artistique, tout le monde est impressionné par ce manga ici. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur et je pense que ça peut vraiment plaire à beaucoup de monde, même les lecteurs de Gros Seinen. Il faut y aller parce que c'est vraiment un beau titre assez impressionnant. Excusez-moi. Donc voilà pour ce programme de premier semestre même de 2024. Et tu as aussi des titres à annoncer pour la suite. Oui, donc vous avez sûrement suivi sur les réseaux, Célia poste régulièrement des annonces de nouvelles licences, mais là on va vous parler d'une licence qui n'a pas encore été annoncée, donc c'est une petite exclusivité pour ce live. Ce sera la dernière nouveauté de l'année 2024. En octobre, on aura Pour Little Mina de Yamaji Ebine, qui est une autrice qui est un petit peu connue déjà en France, qui a publié quelques titres au début des années 2000 et là qui revient un peu en force ces derniers temps, notamment avec ce titre. On est sur une histoire de fantôme d'une jeune fille qui meurt juste après être tombée amoureuse. Et donc c'est l'histoire un peu triste de cette histoire d'amour avorté, de comment passer au-delà et comment réussir à retrouver le paradis une fois qu'on est mort de manière brutale. Donc ça c'est la première histoire, parce qu'il y a deux histoires dans ce titre. Et une autre histoire aussi d'amour un peu triste aussi, où une vieille personne raconte son amour d'enfance et comment il n'a pas réussi à vivre sa véritable histoire d'amour d'enfance et tous les regrets qui vont avec. En tout cas, le style graphique... Ouais, c'est un style graphique assez ambitieux aussi. Très original. Très beau. La couverture est vraiment jolie, avec des éléments très simples, mais en fait, ça a beaucoup d'impact. C'est en combien de tomes? C'est un one-shot. Okay. Un one-shot composé de 2 histoires. Et là, pareil, je vais essayer de faire une petite fabrication originale. J'en dis pas trop pour l'instant parce que on n'a pas encore fait valider tout ça par le Japon, mais peut-être une fabrication un peu qualitative aussi sur ce titre. D'accord, merci. Petit titre d'Halloween, ça fonctionne bien. Ok, ça marche. Ben voilà. Et j'ai peut-être aussi quelque chose en plus à vous raconter. À vous dévoiler, mais pas tant que ça. Donc, on l'a parlé tout à l'heure, on publie des romans chez Moonlight, et donc bientôt, on va peut-être vous annoncer quelque chose côté roman, quelque chose d'ambitieux, d'un peu différent de ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent. Et donc voilà, je vous en dis pas plus, mais on a une annonce un peu originale à vous faire. Sûrement dans les jours à venir, je pense que d'ici la fin de la semaine, ça sera fait. Donc suivez nos réseaux, on aura une nouvelle aventure qui va se présenter. J'espère que ça va vous plaire. Tout cela est bien mystérieux. Ouais, tout cela est bien mystérieux. On veut en savoir plus. Il est toujours en cours au Japon, exactement. Ouais, Mission in the Apocalypse. Le tome 2 sortira en novembre en France, chez nous. Et voilà, on est à 2 tomes aussi au Japon. En tout cas, tu nous en as trop dit ou pas assez, mais suivez-nous sur les réseaux sociaux et comme ça, vous saurez de quoi il parle. Cette annonce secrète. Merci beaucoup pour toutes ces infos et pour tous ces beaux résumés, toutes ces belles présentations de titres. On va passer aux délibérations. Ouais. On fait ça en direct, c'est ça? Ouais. Normalement, la régie nous a préparé des trucs. Oui. La magie du direct. Approche-toi. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors, on a par exemple, on a Blue Monday. C'est Julien qui choisit ou c'est nous trois? Tous les trois, on va mettre une croix. Okay. On a Le jour où mon cœur est devenu bleu. On a Dernière larme du festival de la lune bleue. Le bleu est partout. Ouais. On a Me retrouver dans le reflet de tes yeux. J'aime bien. Moi aussi. On a J'aimerais revoir hier.
Pardon. J'ai l'impression d'être un peu Alain Chabat qui fait le pancart de la mort. On a le miroir bleu de ses larmes. Ok. On a sous le ciel bleu de nos souvenirs. On a ces marques d'amour bleu. On a murmure du bleu profond. Et enfin, soupir du lac bleu. Ça fait beaucoup de propositions peut-être que vous voulez que je répète. Je pense que j'en ai. Attends, je vais te dire. Alors attends. Moi j'aime bien. Moi je le dis, ma préférée c'est... Peut-être on peut faire ça. Chacun prend son préféré, ça fait 3. Ok. Moi, mon préféré c'est J'aimerais revoir hier. C'était aussi dans mon top. Alors, donc ça c'est Katia. Il n'y a pas bleu dans le titre, mais ça fonctionne plutôt bien. Moi, je pense que mes 2 préférés, c'est Sous le ciel bleu de nos souvenirs et Me retrouver dans le reflet de tes yeux. Là, Sous le ciel bleu de nos souvenirs et Me retrouver dans le reflet de tes yeux. Et moi aussi, j'aime bien Me retrouver dans le reflet de tes yeux. Et donc, tu m'as dit... Ouais, c'était celui-ci. Celui-là ? Ouais. Et ben voilà, on a nos 3 gagnants. Donc, Me retrouver dans le reflet de tes yeux. Je ne sais pas si vous avez le nom de la personne... Vous, J'aimerais revoir hier et Sous le ciel bleu de nos souvenirs. Bravo. Et donc du coup... Mais toutes les propositions étaient pas mal. Il y en avait vraiment beaucoup. Merci beaucoup d'avoir fait autant de propositions. Et, bravo d'avoir joué. Et bravo d'avoir participé. Les titres. Ouais, ça va, oui. Oui, clairement. Oui, non, mais c'est pour ça qu'on a fait ce jeu parce que on a un peu un gimmick de titre qui revient tout le temps et donc c'est plutôt marrant. Parfois, mon chef se moque de moi, de mes titres. Mais je le vis bien. T'as un genre, du coup. Hein ? T'as un genre. Oui. Encore une fois, merci à tous d'avoir participé à ce jeu. Donc attention, si vous avez participé, faut... On a les noms. Ouais. C'est bon, on les a tous. Ok. Aurélien, Noct et Juju qui gagnent. Et j'ai pas compris les instructions qu'il y a écrites sur ma fiche, donc on les contacte, c'est ça ? Voilà, on va vous contacter. Donc merci à tous d'avoir suivi cette émission, c'était vraiment un réel plaisir. Merci. Merci à tous et merci pour tous les messages positifs que vous envoyez sur la collection. Ça nous encourage, ça fait plaisir. On a vu pas mal de trucs que vous avez postés, ça nous fait vraiment très plaisir. Donc merci beaucoup d'être venus et d'avoir dit toutes ces belles choses. Donc n'oubliez pas de nous suivre sur Twitch et d'activer les notifications pour pouvoir être informé des prochains lives qu'on va faire. Vous pouvez donc nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Delcourt Tonkam, Soleil Manga, Kabooks. On est sur Instagram, Facebook, Twitter et TikTok. Vous pouvez aussi vous inscrire à nos newsletters sur les sites Delcourt et Soleil directement. Et vous retrouverez donc bientôt le replay de l'émission sur Twitch et sur YouTube @Delcourt Soleil Asie. @Delcourt Soleil Asie. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci. Salut.